Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. La marge de manœuvre était extrêmement étroite et Nicolas Sarkozy a privilégié pour le moment des mesures consensuelles. Emploi des jeunes, chômage partiel et formation, ce sont là les principaux leviers annoncés pour lutter contre le chômage. Analyse à suivre de nos chroniqueurs Jean-Louis Gombault et Guillaume Tabar. Mais on le sait, tout s'accélérera vraiment à la fin du mois avec l'intervention annoncée du chef de l'État et la présentation du projet présidentiel de François Hollande. À n'en pas douter, l'emploi sera de tous les discours. Le texte sur le génocide arménien sera-t-il voté au Sénat? Eh bien, la question se pose alors que la commission des lois a rejeté cette proposition aujourd'hui, exprimant ainsi les fortes réticences dans la Haute Assemblée contre ce texte, tous partis confondus. Et puis, ce sont ses premiers mots. Je suis ni une sainte, ni une victime, je suis une femme libre. Ce sont les mots d'Anne Sinclair. Pour la première fois depuis le début de l'affaire Strauss-Kahn, elle prend la parole dans une interview à paraître demain dans le magazine Elle. La journaliste qui prend aussi la tête de la version française du Huffington Post. Merci d'être en notre compagnie ce soir dans le 22h. C'est une première réponse à la montée du chômage et au ralentissement de la croissance. Les mesures annoncées lors du sommet social sont plutôt consensuelles, même si pour certains, il aurait fallu faire plus et plus vite. Et une question reste en suspens ce soir. Le président maintient-il son idée de TVA sociale? Prudent, il se laisse jusqu'à la fin du mois pour trancher. Les détails avec Claire Debuisère. À l'issue du sommet, Nicolas Sarkozy a d'abord annoncé les décisions qui font consensus. Très attendue, la première mesure concerne l'activité partielle. Tout faire pour éviter de couper le lien entre le salarié et son entreprise. Tout faire pour maintenir en activité les salariés, fût-ce en activité partielle. Tout faire pour former les salariés pendant leur temps libre, forcé, plutôt que de les licencier. Pour doper l'emploi des jeunes, les très petites entreprises qui embaucheront des jeunes seront exonérées de charges sociales. Pour les chômeurs de longue durée, un plan de formation doit être mis en place. Une formation ou un contrat aidé leur seront proposés. Autre annonce attendue par les syndicats, les effectifs de Pôle emploi débordés par l'aggravation du chômage vont être renforcés avec 1000 postes supplémentaires. En tout, une enveloppe de 430 millions d'euros sera débloquée pour ces mesures d'urgence. Mais les mesures qui fâchent, elles, sont remises à plus tard. Le chef de l'État n'a pas prononcé les mots TVA sociale pour ne pas braquer les syndicats opposés à cette idée. La décision doit être prise à la fin du mois, après concertation avec les parlementaires, eux-mêmes très réservés à 3 mois des élections. Jugée actuellement coûteuse et peu efficace, Nicolas Sarkozy veut une réforme radicale de la formation professionnelle. Une mission a été confiée au sénateur Gérard Larcher. Et les réactions de la classe politique ne se sont pas fait attendre. Regardez ce florilège de réactions recueillies par Faustine Saint-Geniès. Trop peu, trop tard. Dans l'opposition, les réactions au sommet social sont sans appel. Les solutions proposées par Nicolas Sarkozy sont inefficaces. Tout cela est bien tard, tout cela est bien décalé. Et puis comment croire encore la parole présidentielle en pleine campagne, en prémisse de la campagne électorale, faire des annonces comme cela en dramatisant sur une crise sérieuse, en inquiétant et en apportant, je pense, des réponses assez décalées et qui au final seront, comme souvent avec le président de la République, extrêmement inopérantes. Au PS, on lui reproche aussi de ne pas respecter les syndicats. On a un mouvement syndical responsable. Le traiter comme ça, c'est vraiment pas ce qu'il nous faut. La première secrétaire du PS va plus loin. Elle l'accuse tout simplement de récupérer le sommet social au détriment des Français. Nicolas Sarkozy ne réunit les partenaires sociaux que lorsqu'il peut les utiliser, je dirais, pour sa propre communication personnelle. Donc c'est une opération électorale d'un candidat à l'élection présidentielle, président sortant, et ce n'est à l'évidence pas un sommet social pour la France et pour les Français. Certaines mesures du sommet pourraient prendre effet dès le 1er février.
Autre réaction et donc autre son de cloche, le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, qui salue ce soir la tenue de ce sommet, y voyant ainsi les bases d'une refondation sociale. Dans l'actualité aussi, ce sont ces quelques images des manifestations organisées pendant ce sommet. Justement, la crise n'est pas de notre fait, c'est le marché financier qu'il faut mettre à la diète, scandaient les militants de la CGT dans les rues de Paris, dénonçant ce sommet antisocial. Et on parle de ce sommet, de ses conséquences, des mesures. On fait l'analyse avec nos chroniqueurs et éditorialistes. Jean-Louis Gombaud, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et Guillaume Tabar, bonsoir Guillaume. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, on le savait, qu'il ne fallait pas trop en attendre de ce sommet. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est une réponse, que c'est une réplique face à la montée du chômage? Non, ce serait un peu excessif. D'ailleurs, il y a un deuxième volet des propositions qui seront faites à la fin du mois. Je vous donne 2 chiffres. On donnait tout à l'heure ce dont a accouché le sommet de crise aujourd'hui à l'Élysée. On parle de 450 millions d'euros. Si jamais M. Sarkozy nous annonce une hausse de la TVA dite sociale à la fin de ce mois, ce sera 12 milliards. Donc on est quand même dans une différence qui montre que on n'est pas au bout de... Alors cela dit, ce qui va se passer quand monsieur le leader de la CGT nous dit ça ne fera rien ça ne fera pas baisser le chômage. C'est pas tout à fait exact. Évidemment, le temps que les mesures seront prises, mais par exemple, cette mesure sur le chômage partiel sera intéressante pour l'évolution du chômage. Je vous donne 2 chiffres pour, je crois, le démontrer. Aujourd'hui, vous avez 0,8% simplement des actifs français qui sont en chômage partiel. En Allemagne, ils sont 3%. Autrement dit, si on avait le même système que les Allemands, on aurait le taux de chômage des Allemands, c'est-à-dire 7%. Donc, on ne peut pas dire, même si on sait que ça se fera progressivement, mettra du temps, on ne peut pas dire que ça ne fait rien contre la hausse du chômage, d'essayer d'impulser et de faciliter le chômage partiel. On peut dire que c'est une première réponse en tous les cas. On peut dire ça comme ça. Guillaume Tabar, on a décrit une ambiance tendue lors de ce sommet et Nicolas Sarkozy a évoqué quant à lui une atmosphère apaisée. Est-ce qu'on était dans la confrontation ou le consensus déjà sur la forme? Écoutez, on était surtout dans un exercice prévisible parce que les propositions, du moins le cadrage général, on les connaissait avant l'ouverture du sommet. Les réactions, qu'elles soient syndicales ou politiques, on les connaissait avant la tenue du sommet, et puis les décisions les plus sensibles sur la TVA sociale, sur la compétitivité et le lien avec notamment le temps de travail, tout ça a été renvoyé par Nicolas Sarkozy à la fin du mois de janvier. Donc finalement, il n'y a aucune surprise de ce sommet, et je pense que Nicolas Sarkozy a pris un petit risque à, j'allais dire, solenniser la tenue de ce sommet en intervenant lui-même à la fin du sommet. On a entendu toutes les réactions syndicales, et puis ensuite il a fait finalement ce qui était plus un relevé de conclusion qu'une prise de parole présidentielle. Alors ceux qui attendaient beaucoup de ce sommet seront un peu déçus, et ceux qui avaient prévu de dire de toute façon qu'ils n'en sortiraient rien ont été leur communiquer sans surprise. On va voir en détail ces mesures, mais certains syndicats et syndicalistes ne cachent plus leur désir d'alternance. La CGT notamment, les partenaires sociaux, est-ce qu'ils sont allés quand même de mauvais gré? Est-ce qu'ils étaient d'humeur belliqueuse? Non, une fois encore, on savait quelle était la position de chaque syndicat. Faut quand même rappeler que ce sommet avait été réclamé au départ par la CFDT. Et lorsque Nicolas Sarkozy... Oui, tout à fait. Et lorsque Nicolas Sarkozy, dans son discours de Toulon, avait annoncé la tenue de ce sommet, c'était une sorte de petit geste qu'il faisait à la CFDT. C'était bien évident que la CFDT ne pouvait pas dire comme ça, on approuve, on est heureux de ce sommet et on va valider tout ce qui va s'y décider. Donc, il ne pouvait être que dans une certaine distance critique. Et puis la CGT encore plus. Et je pense que Bernard Thibault était assez loin en s'affichant hier avec Jean-Luc Mélenchon. Là, il affichait quand même, non pas une préférence politique, parce que je pense ça n'est pas le seul candidat pour lequel il y a des préférences, mais il a montré quand même qu'on était basculé dans un temps politique. Après tout, Nicolas Sarkozy lui aussi fait de la politique en réunion ce sommet, mais on voit bien finalement que la volonté de trouver de manière consensuelle les solutions n'était plus le souci d'aucun des acteurs de ce sommet. Jean-Louis, l'emploi, est-ce que l'emploi risque d'être, on va dire, le boulet de Nicolas Sarkozy? Quel rôle le taux de chômage va jouer dans cette campagne? Il est absolument majeur. Parce qu'effectivement, on peut parler d'échec en matière du bilan de Nicolas Sarkozy, c'est évidemment la question du chômage. Est-ce que nous serons même à 10% de taux de chômage au moment où auront lieu les élections? C'est une hypothèse tout à fait crédible. D'autant plus que vous savez que sans doute vers la fin du mois, début du mois prochain, le gouvernement risque de baisser
les perspectives de croissance 2012. Aujourd'hui, on est sur 1% et il va peut-être dire 0,5%. C'est également un constat, puisque nous savons bien que nous sommes rentrés en récession. M. Juncker l'a encore dit il y a à peine une demi-heure. Mais aussi, c'est un piège pour François Hollande. C'est-à-dire qu'effectivement, si en 2012, on est à 0,5%, il va lui dire, mais vos mesures, vos propositions sont encore plus difficiles à appliquer qu'elles ne l'étaient il y a à peine 3 mois. François Hollande, dont on attend d'ailleurs, Guillaume, le projet présidentiel, ce sera à la fin du mois. On attend aussi l'intervention, vous nous l'avez dit hier, de Nicolas Sarkozy vers le 22-23 janvier. Tout va s'accélérer plus tard, à la fin, après donc le projet de François Hollande. Nicolas Sarkozy a dit aujourd'hui, fin janvier, c'est clair qu'il fera son intervention après non seulement bien sûr le meeting de dimanche de François Hollande, mais même après la présentation du programme du candidat socialiste qui sera autour du 26 lors de son émission sur France 2. Jean-Louis vient de parler de l'importance de l'emploi dans une campagne. J'ai pris quelques notes, quelques indications. La France qui semble vivre au rythme malheureusement du chômage depuis pas mal d'années. 1 million de chômeurs en 75. Giscard était donc battu en 81. 2 millions de chômeurs en 82. Mitterrand est condamné à la cohabitation en 86, qui va finalement le sauver. Les 3 millions sont atteints sous le gouvernement Balladur début 90. Il est battu par Chirac en 95. Comment Nicolas Sarkozy va se faire réélire avec ce bilan sur l'emploi? Tel que vous le présentez, on a le sentiment, et c'est vrai que c'est souvent dit, d'une corrélation totale entre la courbe du chômage Il y a d'autres indicateurs, bien sûr. Et le résultat des élections. Ça a souvent été vrai, mais prenons un contre-exemple. Lionel Jospin termine 5 ans Matignon avec une baisse du chômage. Alors, je n'entre pas dans le débat, est-ce que c'est le retour de la croissance ou les mesures qu'il a prises qui ont permis ça, mais en tout cas, le fait est qu'en 2002, le chômage est fortement en baisse. Et pourtant, la hausse fait l'échec, mais la baisse ne fait pas le succès. La baisse ne fait pas le succès. Et Lionel Jospin est sévèrement battu, puisqu'il est même éliminé en 2002. Donc il n'y a pas de corrélation directe. Ce qui est sûr, c'est que le climat économique étant mauvais, ça a une influence sur le moral des entreprises, le moral des consommateurs, et donc le moral des électeurs, et que ça, c'est jamais très bon à 3 mois d'une élection. Ça va déterminer la bataille de Sarkozy. Pourquoi? Et il va l'angler sur un problème très spécifique qui est la compétitivité. Pourquoi y a-t-il trop de chômeurs en France? C'est parce que les marchandises françaises ne sont pas assez compétitives, ce qui fait un déficit commercial qui elle-même alimente le chômage. Ça va être son angle de bataille. Et le problème qui va se poser à François Hollande, je crois que les choses sont très compliquées pour M. Sarkozy, bien entendu, c'est que ces réponses vont avoir besoin de plus de consistance. Alors on peut toujours critiquer l'argumentation de Nicolas Sarkozy en disant que c'est en baissant le coût du travail, en baissant les charges sociales, que je renforce la compétitivité, que je crée des emplois grâce à ce supplément de compétitivité. Mais il est clair que la mesure phare de François Hollande, reprise en partie aujourd'hui à l'occasion du sommet, c'est-à-dire le contrat de génération, lorsqu'il dit « j'abandonnerai les charges sociales pour tout emploi de jeunes, pour peu qu'on garde le senior dans l'entreprise ». M. Sarkozy avance, remet en selle une mesure qu'il avait déjà prise, mais qu'il avait enterrée en 2010, c'est-à-dire abandon des charges sociales pour tout emploi de jeunes. Donc là, il est en train de squeezer, essayer de squeezer M. Hollande. Guillaume Tabar, la TVA sociale, Nicolas Sarkozy n'a pas employé les mots qui fâchent, mais est-ce qu'on peut dire que le projet n'est pas abandonné? Non, bien sûr, et même, ce serait même un paradoxe qu'il renonce in fine après avoir... il a déjà subi l'impopularité de l'annonce. Depuis le 31 décembre, on sait qu'il veut faire la TVA sociale. Il y a toutes les réactions que l'on a vues, politiques, syndicales et autres, qui sont traduites dans les sondages actuellement. Si à l'arrivée il disait « j'y renonce », il perdrait sur tous les tableaux. C'est vrai que, comme dit Jean-Louis, l'enjeu à travers tout ça, c'est quand même la compétitivité. Et Nicolas Sarkozy a 3 mois maintenant, moins, puisque chaque jour passe d'ici l'élection, pour montrer qu'il tente tout pour relancer l'économie française. En même temps, cette mesure... 3 mois, Guillaume, est-ce que c'est pas dangereux de mettre en place ces chantiers maintenant? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est fair play? Parce que ce sont des mesures qui vont impliquer le prochain président, peut-être pas lui. Fair play, oui. Parce que imaginez que Nicolas Sarkozy arrête toute action aujourd'hui, que ne diraient pas les dirigeants politiques et les dirigeants syndicaux en disant mais comment le président ne fait plus rien, etc. Qu'il travaille jusqu'au bout, qu'il prenne des décisions jusqu'au bout, que le Parlement légifère jusqu'au bout, c'est une évidence. En même temps, la réforme de la TVA est quelque chose de très lourd, et chacun sait bien qu'il ne suffira pas de quelques heures de discussion parlementaire pour boucler le projet. Il y a une discussion au groupe UMP hier où Gilles Carrez, qui est le rapporteur général du budget, donc qui est quelqu'un qui est très, très précis, a dit mais on a mis 1 an à faire la réforme de la taxe professionnelle. Oui. Comment voulez-vous qu'en 3 mois, on boucle sur la TVA qui engage des montants largement supérieurs? La réponse de Jean-François Copé était claire.
on fait de la politique, il s'agit de montrer que le président engrange une réforme. Pour les modalités, on verra après, et après, on verra bien quel président sera en mesure ou non de prendre ces modalités. Ce qui est fair play dans une bataille, c'est de gagner. Donc ça, c'est fondamental. Et il faut voir que il y a deux problèmes. M. Sarkozy a le risque de perdre. M. Hollande a le risque de gagner. Le fait d'avoir le risque de perdre, vous avez un problème, c'est que vous preniez plus de risques. C'est-à-dire que si vous avez le risque de perdre et vous laissez aller, vous tombez. Vous voyez ça quand vous êtes en ski, vous êtes en risque, et si vous ne faites pas attention, vous sombrez. Et le problème, c'est qu'il faut qu'il prenne des risques. Absolument. Il est condamné à cela. Et quant à M. Hollande, qui a, lui, un risque de gagner, on voit que ce risque diminue. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il se laissait porter par la popularité du bilan et par même le rejet que peut inspirer M. Sarkozy à un certain nombre d'électeurs. Ça commence à devenir moins évident. Et donc il va lui falloir lui aussi prendre un certain nombre de risques. Il ne peut plus que se contenter de se laisser porter. Donc à la fin janvier, début février, on verra que le suspense électoral va s'aiguiser. Et juste un mot, c'est pas un hasard d'ailleurs si la semaine prochaine va être encadrée par deux interventions. Oui. Vous l'avez rappelé, le discours de François Hollande dimanche pour son lancement de campagne au Bourget, et puis Nicolas Sarkozy le 29 ou le 30. Donc vraiment, ce sera la semaine décisive où chacun va devoir finalement dévoiler toutes ses batteries. Puisqu'on parle de réforme impopulaire, Jean-Louis, est-ce que Nicolas Sarkozy peut être, pour résumer, le Schröder français? Est-ce qu'il va prendre des mesures impopulaires? Peut-être qu'on ne verra pas les fruits maintenant, mais qu'on verra dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et elles auront été nécessaires. Il pourra dire « j'ai travaillé pour l'histoire », ce que d'ailleurs, vous remarquez, M. Schröder, qui n'a rien dit depuis sa défaite, revient actuellement sur le front de la scène en disant « vous voyez, c'est grâce à moi, le miracle allemand, etc. etc. » Ce que je pense, c'est que ce n'est pas la question aujourd'hui que se pose M. Sarkozy. Il a besoin de rassembler son camp, de dire « je suis en réalité sur la question des réformes toujours le même ». Des gens qui sont tentés d'aller voir M. Bayrou et qui sont à droite, il a besoin de les garder pour lui. Et pour cela, il faut qu'il démontre quelque chose, et il démontre en avançant ses réformes toujours sur sa même ligne. Oui, c'est intéressant d'ailleurs la référence que vous faites à Gerhard Schröder, c'est que François Bayrou précisément, quel est l'exemple qu'il cite? C'est celui de Gerhard Schröder. Et Gerhard Schröder avait fait l'agenda 2010. Bon, et François Bayrou, lui, il invente un agenda 2020. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, celui de Schröder. Et Bayrou, du coup, invente un agenda 2020 exactement calqué sur celui de Schröder. Gerhard Schröder, quand même social-démocrate, qui a dit dans une interview, je crois que c'est dans le Figaro, il y a quelque temps, que les réformes de Nicolas Sarkozy étaient allées dans le bon sens, étaient sur la bonne voie. Dernière question, Guillaume. Est-ce que ça peut encore marcher pour Nicolas Sarkozy, cette image du personnage volontariste, celui qui ne s'avoue jamais vaincu, qui veut tout essayer et quitte à faire l'inverse de ce qu'il prêchait avant? Alors, il n'a pas le choix que d'être dans cette expression volontariste jusqu'au bout. En même temps, et ça m'a frappé en regardant son intervention après le sommet, pour être franc, il y a un côté un peu usé de cette rhétorique, de ces phrases. Bon. Là, il est reparti dans une logique de parole très fréquente. Bon. Là où, précisément, depuis quelques mois, il savait ce qu'on avait appelé la représidentialisation, le mot est compliqué à dire, où sa parole était devenue rare et du coup, qui avait du poids. Là, en parlant beaucoup, y compris lorsqu'il a finalement rien annoncé, comme c'était le cas aujourd'hui, je pense qu'il court à nouveau le risque d'une banalisation de sa parole. Merci messieurs. Jean-Louis, peut-être un mot pour conclure? Je pense aussi qu'il y a un problème physique. C'est-à-dire, moi, il m'est apparu ces dernières 48 heures... Jean-Louis le docteur. Non, il m'est apparu en Espagne dans sa conférence de presse. Il est sur tous les créneaux, sur tout le temps, et il faut encore tenir 100 jours. À être candidat ou presque déclaré, ça se mérite. Il faut avoir la santé. Merci, messieurs. Dans un instant, c'est le débat politique avec nos invités, Marie-Noëlle Lienemann et Monsieur Joyandet, Alain Joyandet. Mais je vous propose d'abord, dans le prolongement de notre discussion, de voir la réaction maintenant des syndicats. On vient d'en parler après ce sommet social. On voit tout cela avec Fabrice Cunet. Sous le sapin de l'Élysée ce matin, les syndicats n'attendaient pas de cadeaux. Car à 100 jours de l'élection, personne n'est dupe. C'est extraordinaire dans ces périodes, comme nous sommes consultés, comme on nous chouchoute pour recueillir nos avis et nos propositions. Sceptiques ou pas, tous ont accepté l'invitation à ce sommet social, devenu sommet de crise. On verra si c'est un sommet ou un précipice. Les discussions ont duré 4 heures entre Nicolas Sarkozy, une partie du gouvernement et les organisations syndicales. Personne n'a claqué la porte,
Mais les sujets qui fâchent n'ont pas été abordés. Il n'a pas prononcé le mot TVA sociale. Il n'a pas voulu en parler. Il a même dit que c'était une mauvaise formule. Moi, j'ai rappelé que c'était un oxymore. Sur la TVA sociale, c'est quasiment clair. Il y aura un passage en force. En tout cas, on peut le craindre avec un grand désaccord avec les organisations syndicales, mais on verra. On va attendre la fumée blanche. Il faudra attendre la fin du mois pour connaître les intentions de Nicolas Sarkozy. Mais déjà, les syndicats menacent. Pas question de toucher au financement de la sécurité sociale ou au temps de travail. Pourtant, à l'autre bout de la cour, la patronne des patrons prépare déjà le terrain des réformes. On sait qu'on bouge des paramètres complexes, avec beaucoup d'interactions. Ça concerne tous les agents économiques, les entreprises, les ménages. Mais c'est vraiment formidable qu'on avance sur ce type de sujet. L'Élysée dit vouloir poursuivre ses consultations, à commencer par les parlementaires. Au sein même de l'UMP, la TVA sociale fait débat. Les syndicats pourront peut-être trouver là un soutien inespéré. Et à la suite du 22h, c'est l'heure de notre débat politique. Nous allons bien évidemment revenir sur ce sommet social, mais aussi aller au-delà avec les projets présidentiels qui s'esquissent à droite comme à gauche. On en parle avec nos invités ce soir. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, ancienne ministre et actuelle sénatrice socialiste de Paris. Avec nous également Alain Joyandet, bonsoir. Bonsoir. Député UMP de Haute-Saône, ancien secrétaire d'État et auteur d'un rapport sur l'emploi des jeunes remis récemment à Nicolas Sarkozy. Alors, Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que ce sommet social, compte tenu des mesures plutôt consensuelles annoncées, était indispensable? La négociation sociale était indispensable depuis longtemps. Le gouvernement ne s'est pas engagé dans cette stratégie de dialogue permanent avec les partenaires sociaux pour, à la fois sur les réformes sociales, à la fois sur la situation économique et de l'emploi, faire un travail en profondeur qui soit de nature à trouver des réponses devant cette crise. Là, on a eu un coup médiatique qui fait flop dans la mesure où les conclusions de ce pseudo-sommet sont quand même minimorum. D'ailleurs, par exemple, sur le chômage partiel, je crois que dans le pays, il y a un large consensus sur cette idée. Mais franchement, il n'y a pas besoin de 4 heures de sommet social pour une mesure qui finalement... En revanche, les grands sujets qui vont là poser problème, sur lesquels des désaccords, donc des compromis ou des vrais désaccords doivent s'acter, ont été totalement évacués. C'est-à-dire les syndicats vont être mis au pied du mur et les positions du MEDEF vont être reprises. Grosso modo, bon, sauf si effectivement le président de la République recule. Mais ça voudrait dire qu'à ce moment-là, comme on le voit dans bien d'autres... Qu'auriez-vous vu comme mesure forte? Moi, je pense qu'il y avait des contraintes budgétaires de la situation dans laquelle nous sommes. Oui, d'abord, on peut pas nous demander de trouver des solutions à une politique qu'on n'a pas menée. Reste vous allez hériter d'une situation, d'un contexte. Donc, quand les Français auront voté, ils auront fait des choix. Et nous appliquerons ces choix. Il y a des stratégies pour l'emploi. J'y reviendrai. Le contrat de génération, un travail sur l'emploi des jeunes, en particulier pour un certain nombre d'emplois d'avenir. Troisièmement, une banque d'investissement qui va soutenir l'industriel. J'ai entendu ces déclarations, ces annonces aussi aujourd'hui. Non, pas du tout. Sur le contrat de génération pour les jeunes sans charge, ça a été esquissé. Non, mais ce n'est pas un contrat de génération. Nous, ce que nous avons proposé, c'est que justement, on ne joue pas les seniors contre les Alain jeunes. Joyandet. La vérité, c'est qu'on ne sait plus ce que les socialistes proposent, donc c'est très confus. Et l'autre vérité, c'est qu'aujourd'hui, il s'est passé des choses importantes dans ce sommet social. Des mesures d'urgence ont été prises. À partir de demain matin, dans toutes les petites entreprises de France de moins de 10 salariés, toute embauche d'un jeune de 18 à 25 ans sera exonérée totalement de charges. Pendant 6 mois, cet effectif avec des contrats normaux, avec une rémunération normale, et on va sans doute dégager 100 000 postes de travail dans les entreprises pour les jeunes. Bien sûr. Alors c'est vrai que les socialistes disent que c'est pas suffisant, sauf que les socialistes ont prévu, par exemple, pour l'emploi des jeunes, dans leur programme, 300 000 emplois jeunes dans la fonction publique. C'est dans le programme. Alors il paraît que c'est plus dans le programme du candidat. On ne sait pas trop. En tout cas, il y a d'un côté, c'est clair, des arbitrages permanents, comme on l'a vu encore aujourd'hui sur les fameux 60 000 emplois dont on ne sait plus s'ils sont vrais ou pas. Et en tout cas, sur le sommet social, je ne peux pas laisser dire que c'est un sommet pour rien. 430 millions d'euros sont engagés, dont plus de 100 millions pour l'emploi des jeunes. Franchement, compte tenu de la situation d'urgence, cette réaction du président de la République et des partenaires sociaux ne peut pas être qualifiée d'un sommet pour rien.
Alors sur les jeunes, c'est un débat qu'on a depuis longtemps. D'abord, j'observe que c'est un allègement pendant 6 mois. Juste la durée de la campagne électorale, quoi, grosso modo, jusqu'aux législatives. Tout ça n'est pas structurant dans la durée. Et surtout, vous avez, et c'est la grande différence avec le contrat proposé par François Hollande de génération, c'est que vous allez avoir des phénomènes d'opportunité. C'est-à-dire, au lieu de garder un senior ou d'embaucher quelqu'un d'un petit peu plus qualifié ou d'un certain âge, on va, pour le même recrutement, prendre un jeune. Donc, ça ne créera pas de l'emploi, forcément. On met la lumière là où ça fait mal, hein, c'est d'abord les jeunes. Non, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que ça ne crée pas d'emploi. La mesure a déjà été testée, ça a fait beaucoup d'emplois. Ça ne crée pas, non, ça ne crée pas d'emploi. Bon, alors, par ailleurs, il est clair que c'est une mesure qui ne sera pas suffisante pour être à la hauteur des besoins. Et de l'autre côté, on va avoir une razzia dans un mois qui va complètement plomber le pouvoir d'achat de nos concitoyens avec cette TVA qui porte très mal son nom de social, avec oui, tout les un socialistes parlent de TVA sociale, d'ailleurs. Oui, mais justement, j'insiste sur le fait qu'on ne fasse pas cette erreur. Et Jean-Claude Mailly avait raison de dire que c'est un oxymore. Alors, donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des politiques alternatives. Il y a des politiques alternatives qui ne peuvent pas être limitées qu'au champ de l'emploi, qui doit être à la fois sur le terrain de l'industrie. Des politiques transversales. Des politiques de l'industrie, des politiques de croissance qui soient soutenues en particulier par un mécanisme de redistribution fiscale et sociale. Et par ailleurs, il y a des secteurs qui sont extrêmement importants à soutenir, comme le secteur du bâtiment. Mais ça, c'est pour la suite, peut-être. C'est une première réponse qui est éteinte. Oui, mais là, c'est un catalogue. Non, mais c'est pas un catalogue, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Je vais quand même pas vous dire autre chose que ce qu'on a envie de faire si nous gagnons. Et je ne veux pas limiter nos réponses à des gadgets temporaires, alors qu'il s'agit d'un changement important. On peut pas laisser dire. Marine parle de mesurette finalement sur le temps. Est-ce que vous regrettez que ce soit limité temporellement? Pas du tout, puisque cette mesure, pour le coup, c'est une mesure structurelle qui va consister à faire entrer 100 000 emplois, 100 000 jeunes de plus sur le marché de l'emploi. On sait qu'un jeune qui passe 6 mois dans une entreprise, c'est une étude de la DARES que personne ne conteste pour le comité d'orientation de l'emploi. Un jeune qui passe 6 mois dans une entreprise, eh bien ce jeune, on sait qu'à 74% du temps, quelques mois plus tard, il est dans un emploi définitif. Les socialistes nous ont déjà fait le coup des emplois jeunes, on a vu ce que ça a donné. Dans le programme du Parti Socialiste, Madame Lindemann, dans le programme du Parti Socialiste, c'est écrit 300 000 emplois jeunes à nouveau dans le service public. Je sais que vous en avez un peu honte, parce que quand on voit la situation des finances publiques, vous n'osez même plus en parler. Vous avez une espèce de contrat de génération dont on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est très structurant cette mesure. Non, vous savez, aujourd'hui, vous êtes à l'aise avec les 300 000. Attendez, on va. C'est important. Non, c'est important. Je voudrais juste dire, parce qu'il s'agit aussi d'un point très important. L'emploi des jeunes dans l'avenir, c'est dans les entreprises qu'on pourra le créer. Tout le reste, pour le coup, c'est des gadgets très, très passagers. Dans les entreprises, c'est structurant. Et dans les entreprises, on crée des emplois définitifs. Juste un mot pour vous dire que, quand même, cette mesure, associer les TPE, les très petites entreprises dont on sait qu'elles sont le poumon de l'économie française, qui représentent l'avenir, et la jeunesse qui représente également l'avenir, on voit bien que là, il y a un couple emploi pour les jeunes et petites entreprises qui représentent l'avenir de notre pays. Donc c'est quelque chose de très structurant. Vous ne voyez pas beaucoup les TPE. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les... J'en dirige une depuis bientôt 35 ans. Moi aussi, figurez-vous. Donc voilà. Je pense que je sais un peu de quoi je parle. Ce que je vais vous dire sur les TPE, c'est que les 3/4 des TPE que nous rencontrons sur le terrain aujourd'hui, leur difficulté, elle n'est pas liée au coût du travail ou au fait qu'il y aurait un peu besoin de coût du travail en dessous. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont pas accès au crédit pour faire leurs investissements nécessaires, qu'ils ont des problèmes majeurs avec leur ligne de trésorerie, qu'ils ont énormément de difficultés pour être bien payés par les gros groupes industriels ou autres, qui sont eux-mêmes en difficulté parce qu'il n'y a pas de stratégie. Donc au lieu d'avoir ce type de... Les petites entreprises, c'est surtout de la simplification. Et ils veulent surtout, les petites entreprises, ils veulent des marchés, ils veulent avoir du travail. Et c'est ça la politique de croissance. Les chefs d'entreprise dans les petites entreprises veulent surtout de la simplification
simplification, Ils veulent les des deux, mesures très simples et moins chères. Moins cher, plus simple, et c'est ce qui est proposé avec ce contrat. Alors, voilà pour le sommet social. Il y a aussi ce qui va venir, c'est-à-dire, on l'a dit, une intervention de Nicolas Sarkozy à la fin du mois, et aussi et surtout la présentation de la plateforme présidentielle de François Hollande. Des questions un peu plus politiques. Alain Joyandet, nous sommes à moins de 100 jours de cette échéance présidentielle. On pose souvent cette question, je viens de la poser à notre chroniqueur Guillaume Tabar. Est-ce que c'est normal d'ouvrir des chantiers aussi profonds, aussi importants, à quelques semaines de cette élection? Dans les chantiers qui sont tout indispensable d'un point de vue économique. Écoutez, on est passé du septennat au quinquennat. Les choses vont beaucoup plus vite. Les crises arrivent à répétition. Faudrait-il que le président de la République, pendant les 6 derniers mois de son mandat, s'arrête de travailler? Donc je pense que c'est très utile, parce qu'il y a deux choses. Mais justement aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises très concrètes, en urgence. J'insiste. Elles sont applicables demain matin. Demain matin. Il n'y a pas de débat. Et c'est important que les jeunes sachent, que les entreprises sachent, les petites entreprises sachent que demain matin, c'est applicable. Quelqu'un qui embauche un jeune, demain matin, c'est zéro charge, à condition qu'il y ait un contrat de 6 mois. Et il est normal que les grands chantiers s'ouvrent aussi, comme celui du financement du modèle social. Pourquoi arrêterait-on de travailler parce qu'il y a une élection dans 3 mois? Marine Liman. Moi j'insiste sur le fait que c'est le fruit d'un aveuglement durable. Je me rappelle avoir entendu le président de la République nous expliquer que le chômage allait baisser. Alors même qu'on ne criait pas inutilement au loup, on disait que tous les indicateurs montraient que la crise n'était loin d'être terminée et qu'au lieu de faire l'autruche devant une déstructuration majeure de notre tissu industriel, de notre économie, le président nous faisait la méthode Coué. Donc aujourd'hui, il essaie de se rattraper à des branches, et des branches qui ne sont pas solides. Et d'ailleurs, les Français le ressentent. Ils voient bien que tout ça est de l'agitation et non pas des réponses structurelles d'avenir. La présentation du projet présidentiel de François Hollande. Vous faites partie, Marie-Noëlle Niemann, de ce que l'on nomme, ce que l'on appelle l'aile gauche du Parti socialiste. Est-ce que vous savez déjà que vous serez déçu par cette plateforme présidentielle? Non, je pense absolument pas qu'on sera déçu. Nous avons eu des débats politiques. Ah oui, ces débats se sont... en ce moment. Non. 30 secondes. Oui, c'est sûr qu'il vaut mieux débattre avant d'arbitrer. Nous sommes aux affaires et nous essayons d'apporter des solutions. J'ai cru comprendre que chez vous, ça débattait pas mal aussi sur la TVA dite sociale, par exemple. On apporte des solutions. Mais les débats, ce sont le signe d'une vitalité de la démocratie. C'est toujours positif. Nous avons eu des débats dans notre parti pour établir un projet. Il y a même eu les primaires qui ont été un débat public devant les citoyens et qui d'ailleurs sur certains sujets ont recalé par rapport à ce qu'avait été le projet du Parti socialiste. Les candidats ont toujours dit qu'ils présenteraient leur stratégie au regard de ces rencontres avec les Français, avec les primaires. Donc François Hollande, nous savons que nous avons quelques désaccords avec François. Les 60 000 créations de postes, dites-moi, dans l'éducation. 30 secondes. Nous savons que nous avons quelques désaccords avec François Hollande. Et nous garderons ces désaccords car nous savons que la gauche... les exprimez publiquement. Attendez, 30 secondes, on ne l'a exprimé que sur un point, qui est je le rappelle, essentiel. Non, qui était avant l'arbitrage de François Hollande. À partir du moment où François Hollande a arbitré, c'est notre candidat, nous souhaitons sa victoire, nous soutiendrons son point de vue. Arbitrer donc 60 000 créations de postes dans l'éducation qui se feront par redéploiement à effectif constant dans la fonction publique. C'est clair. Nous avons fait connaître notre point de vue, nous l'avons fait connaître pourquoi publiquement, parce que deux des membres de l'équipe de François Hollande avaient pris eux aussi des positions publiques que nous ne croyons pas être celles que François Hollande défendrait. Notamment M. Cahuzac. Voilà, il s'avère que François Hollande a arbitré, c'est arbitré, c'est clair. Vous êtes un peu déçu. Les Français. Ah ben moi j'aurais préféré une autre méthode. Et alors ça m'empêchera pas. Ça m'empêchera pas. Je ne vais pas être. Mais bien sûr. Dernière question, Alain Joyandet. Le chômage augmente, la croissance ralentit. La France est quand même dégradée par une agence. Que faut-il pour que Nicolas Sarkozy soit réélu? Un miracle? Je constate en tout cas qu'il ne fait pas que de débattre. On ne cherche pas à faire des miracles. Il faut aussi savoir qu'après ce sommet social d'aujourd'hui, tous les travailleurs français qui sont en danger d'emploi, grâce à ce sommet, vont voir consolider leur emploi, vont voir le travail à temps partiel complètement consolidé, puisque l'idée, c'est aussi que les salariés, y compris quand il y a moins de travail, puissent rester dans l'entreprise, n'aillent pas au chômage et soient compensés pour garder leur pouvoir d'achat. Voilà encore une mesure très concrète aujourd'hui, et ce ne sont pas des débats. Le mot de la fin, c'est que les salariés savent bien aujourd'hui que dans la situation actuelle, en attendant l'alternance en 2012, les collectivités locales de gauche sont souvent celles et ceux qui sont au rendez-vous pour sauver leur emploi. En tout cas, elles sont appelées à se serrer la ceinture. Ils savent que nous ne savons pas simplement débattre, mais pour les agir. collectivités. Merci beaucoup.
Marie-Noëlle Lienemann et Alain Joyandet pour ce débat. La suite du 22h avec aussi une question et un sujet qui vous intéresse. Le texte sur le génocide arménien sera-t-il voté au Sénat? Eh bien, la question se pose alors que la commission des lois a rejeté cette proposition aujourd'hui, la jugeant non conforme à la Constitution. On vous explique tout cela avec Margot Aubrio. La commission des lois a tranché, réunie ce matin, les 40 sénateurs rejettent le texte à une large majorité. Pour la commission, la proposition n'est pas conforme à la Constitution. Pourquoi ? Parce que le Parlement, comme l'a dit fortement Robert Badinter, n'est pas un tribunal. Et parce que le Parlement, comme l'a dit avec beaucoup de force Pierre Nora, n'a pas vocation à faire l'histoire. Sur ce texte controversé, les divisions éclatent à droite et à gauche. L'UMP et le PS appellent à voter pour, mais c'était sans compter les réticences de certains qui n'entendent pas suivre les consignes de vote. Personnellement, au sein du groupe socialiste, j'ai demandé la liberté de vote et je ne sais pas si on me l'accordera, mais je l'exercerai. Vous comprendrez donc que mon vote ira contre cette proposition. Attendez, moi on ne me donne pas de conseils comme ça parce que ça serait des ordres et moi je n'aime pas ça. Je suis un homme libre. De gauche à droite, le malaise est désormais perceptible chez les défenseurs du texte. Écoutez, il ne peut y avoir que consensus au sein des socialistes sur un sujet aussi grave qu'un génocide. Pour ma part, je préférais qu'ils ne participent pas au vote. Mais ne serait-ce que parce qu'effectivement, ça faciliterait le vote du texte. Bien sûr, bien sûr. L'abstention, il mise dessus pour faire passer la proposition de loi. Si après l'Assemblée nationale, lundi, le Sénat vote pour, elle sera définitivement adoptée. Reste à savoir dans quelles conditions. Et la suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé et concocté par Cécile Sixou. Baptême de feu pour Jean-Pierre Bel. Le nouveau président du Sénat a présenté ses vœux aujourd'hui. Devant François Hollande, présent au premier rang, le président de la Haute Assemblée a évoqué le basculement à gauche du Sénat et le rôle qu'il compte lui donner. Le Sénat a un rôle éminent à jouer dans la reconquête de la confiance et le redressement de la France. Il le fera rappelant sans cesse les valeurs de la République. Le Sénat de l'alternance a une responsabilité historique, une responsabilité politique et une responsabilité morale. Jean-Pierre Bel a également évoqué la crise. Il entend redonner confiance aux Français comme les élus locaux qu'il représente. Il l'a certifié à José Manuel Barroso. Viktor Orban s'est dit prêt à modifier ses textes de loi controversés. Hier, Bruxelles a sommé le Premier ministre hongrois de changer des lois constitutionnelles jugées liberticides et contraires à l'esprit démocratique européen. Venu en personne s'exprimer devant le Parlement européen, les échanges ont été houleux. Et nous vous disons que vous allez dans la direction des messieurs Chavez, Castro et de tous les gouvernements totalitaires et autoritaires de ce bas monde que nous combattons ensemble. Daniel Cohn-Bendit a également demandé l'envoi d'une délégation parlementaire en Hongrie. Le feuilleton Bettencourt s'achève. Finalement, l'héritière de L'Oréal sera bien sous la tutelle de sa fille, Françoise Meyer, et ses deux petits-fils. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Versailles aujourd'hui. Liliane Bettencourt avait demandé une mise sous curatelle renforcée, un placement moins contraignant. Normalement, quand vous croisez Jean-Luc Mélenchon, ça peut vite finir comme ça. Alors remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Ne pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, c'est bon, on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît? On connaît la chanson. Est-ce qu'en 2012... Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Le trublion de la politique tel que vous ne l'avez jamais vu, c'est dans le magazine Gala où il dévoile un autre visage. On y apprend que le candidat Front de Gauche aimerait perdre 1,5 kg pour mener à bien sa campagne, qu'il a connu la dépression et son rêve le plus intime, écrire un roman d'amour. Voilà, dans Gala, vous saurez tout sur Jean-Luc Mélenchon. Mais tout de suite, c'est dans le 22h, c'est la chronique web désormais régulière de Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui, ce soir, sur le net? Alors le couac, évidemment, sur la création des 60 000 postes dans l'éducation nationale, critiqué par l'aile gauche du PS, a été largement commenté sur le web, et notamment par l'UMP, qui s'en est donné à cœur joie.
pas moins de 5 tweets sur la question de la part de la star de Twitter, j'ai nommé Nadine Morano. Et puis si Brice Hortefeux chapeaute la cellule Riposte avec des parlementaires, des ministres, la riposte s'organise aussi sur le net à coups de vidéos caustiques comme le Qui qu'a dit quoi, réalisé par l'UMP et posté aujourd'hui sur YouTube, qui entend démontrer la cacophonie de la campagne de François Hollande. Regardez. Sujet du jour, la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale. Le 25 octobre, sur les télés, Michel Sapin, en charge du projet, fait machine arrière sur la déclaration de son candidat en disant que cette proposition sera compensée par des baisses de postes ailleurs. Nouveau rebondissement le 17 janvier. Benoît Hamon, qui est le porte-parole du Parti Socialiste, confirme la création des 60 000 postes. Et pour finir, c'est François Hollande lui-même qui se porte en fait le coup de grâce et enterre définitivement sa propre promesse en utilisant son désormais célèbre joker, le oui, non, c'est pas qu'est-ce que je voulais dire. Et la campagne sur le net se décline aussi en bleu, Caroline? Oui, en bleu marine. Marine Le Pen vient en effet de lancer la toile bleu marine, un appel aux blogueurs et aux internautes sympathisants du Front National. Alors il faut dire que le FN est depuis très longtemps enraciné sur la toile, depuis les années 2000. Mais là où Marine Le Pen est particulièrement habile, c'est qu'elle se pose en défenseur des libertés sur Internet, en pourfendeur d'Adopi. Regardez. Chers amis, vous le savez, je suis une ardente défenseur d'Internet. Internet est une chance pour le débat d'idées et la liberté d'expression. J'en serai donc le premier défenseur. Et j'abrogerai les lois interneticides, à commencer par Adopi et toutes les dérives de l'Opsi 2. Dès maintenant, allez sur marinelepen2012.fr pour rejoindre la toile bleu marine. Alors en revanche, Marine Le Pen ne s'est pas exprimée sur le projet de loi américain SOPA, Stop Online Piracy Act. C'est une sorte de super Adopi, un texte qui a provoqué aujourd'hui une grève quasi sans précédent sur le net américain. De nombreux sites ont en effet décidé de débrancher. En France, certains sites ont fait de même. Une candidate aussi, Corinne Lepage, a éteint son site de campagne pour le remplacer par un message de solidarité. Il y a beaucoup de gens qui ont remarqué? Non. Là, vous êtes mauvaise langue. Et elle a voulu marquer son opposition aux lois qu'elle considère comme liberticides. Caroline, pour finir, peut-être une trouvaille? Oui, alors avec la campagne qui se densifie, les sites sur la présidentielle fleurissent sur la toile. Mon coup de cœur du jour, si j'étais président2012.fr, un site réalisé par les étudiants de l'école de journalisme de Grenoble, avec un design très, très bien fait, des fiches sur les candidats, des interviews décalées comme l'interview Bulle de Nathalie Arthaud, qui a interviewé dans un téléphérique, et en bonus, une rubrique chansons de campagne qui, pour l'heure, ne comporte qu'un clip kitschissime de Gérard Lenormand à Si j'étais président. Ah oui, souvenir. Merci beaucoup, Caroline Deschamps. On se retrouve la semaine prochaine. Juste rappelez-nous votre émission sur Public Sénat. La politique, c'est net, 2 jeudis par mois à 22h30. Rendez-vous avec vous, merci beaucoup. Alors, la suite du 22h, restez avec nous. On va parler maintenant de notre revue de presse hebdomadaire avec vos magazines et vos hebdos à paraître demain dans vos kiosques. On va commencer, on vous en parlait déjà dans les titres, avec le magazine féminin Elle et cette interview exclusive d'Anne Sinclair. Ce sont ses premiers mots après le début de l'affaire Strauss-Kahn. Je ne suis ni une sainte ni une victime. Je suis une femme libre. À découvrir donc dans le magazine féminin Elle, Anne Sinclair, la journaliste qui prend aussi la tête du Huffington Post. La suite des hebdos avec le Nouvel Observateur qui fait sa une sur le candidat François Hollande et les secrets d'une étrange campagne faite de couacs, mais aussi peut-être de montée en puissance. Tout sur les secrets de la campagne et l'équipe de François Hollande, une équipe pléthorique qui a été d'ailleurs recadrée aujourd'hui. Le Point qui titre sur la stupeur et tremblement après la perte du AAA, la fin d'une époque et le début d'une autre perte, parce que dégradation d'une agence, mais aussi une note qui est donc confirmée par une autre agence. Donc tout ça est à nuancer. Et enfin, l'Express spécial 2012, Paris, 40 adresses cultes, 100 dates culturelles. Voilà, ça change un petit peu de toutes les unes politiques. Et enfin, Bayrou, le Point, si c'était c'est en manchette le match des outsiders. C'est la fin de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée à vous sur Public Sénat. Tout de suite, c'est votre émission Déshabillons-les, présentée par Hélène Risser. Et on se dit à demain, avec plaisir.
Ce qui m'a blessé, c'est autre chose. C'était mon rapport avec Dominique Strauss-Kahn. Un rapport de mentor, pour le coup. Lui m'a connu comme le petit Pierre. C'est lui qui m'a fait venir au Parti socialiste. Ex-fidèle de DSK, il est aujourd'hui directeur de campagne de François Hollande. En cas de victoire de la gauche, certains le voient déjà à Matignon, d'autres le jugent trop techno et pas assez populaire. Mais qui est-il vraiment derrière son image de dandy? Quelles sont ses relations avec François Hollande et quelles leçons a-t-il tirées des déboires de ses ex-mentors Jospin et DSK? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, Pierre Moscovici qui nous a reçus dans son bureau au siège de campagne du PS.